Bon, c'est pas très grave. Je suis juste chargé de résumer la séance précédente pour celles et ceux qui n'auraient pas été là. On aimerait s'excuser pour le film d'hier soir, dont la longueur était certes démonstrative, mais assez excessive, relativement excessive. Il a essayé je pense que c'est pour ça, il a essayé de ramasser en bloc tout ce que nous pouvons penser sur le thème de nos rencontres, nos convictions bien arrêtées concernant en tout cas nos convictions négatives quant à la situation économique de nos pays. Ce que nous savons depuis Aristote d'ailleurs, à savoir l'épouvantable financiarisation spéculative de la circulation monétaire, laquelle est arrachée du coup à tout rapport social ou politique, c'est-à-dire commun entre nous. Nos invités se sont posés en critique du capitalisme, tous deux, et ils n'ont pas manqué de pointer cette logique devenue folle, cette nécessité passée à l'absurde. Le film était en effet assez démonstratif là-dessus. Mais nos mêmes invités ont aussi évoqué la possibilité, en tout cas c'est ce qui m'a semblé pouvoir tirer de la discussion, ils ont évoqué une discussion possible, c'est-à-dire au cours de l'histoire, même récente, de nos crises, à n'en plus finir, équilibrage et compromis, modification plus ou moins régulée, laissent voir une réserve, voire une résistance monétaire pas si maîtrisable qu'on pourrait le croire. En tout cas que pourrait nous laisser croire le FMI, la Banque mondiale et autres pseudo-paradis. J'espère que cette amorce de discussion pourra en faire naître d'autres ce soir et dans les jours qui viennent. Je vous rassure tout de suite, le film de ce soir est moins long que celui de hier soir. Il ne fait que 60 minutes. Nos invités sont là, on les remercie beaucoup. Et j'ajoute, merci Philippe, n'oubliez pas de rallumer vos portables quand vous serez sortis. Autrement dit, de les éteindre tout de suite. Merci à vous, à tout à l'heure. Asseyez-vous, asseyez-vous. Voilà, si hier on a eu droit à l'enfer, aujourd'hui on pourrait dire qu'on aurait eu droit au paradis. Enfin, on va voir ce qu'en pensent nos amis, auxquels je laisse la liberté de se présenter eux-mêmes, en les remerciant encore d'être là, ces éminents économistes. Par ordre alphabétique. Le B de Bruno va venir avant le J de Jean-Marie. Bon, allez, on va pas faire languir plus longtemps. Qu'est-ce qu'il faut le tenir en main, ça? Bonsoir à vous tous. Donc, merci pour l'invitation, bravo aux organisateurs pour avoir organisé cette semaine de réflexion sur faut-il aimer l'argent, puisque c'est le thème générique. Donc notre discussion va partir de ce film, si vous voulez, et puis bien sûr élargir à tout ce que vous souhaitez, en étant entendu qu'on parle très peu de temps. Une petite introduction liminaire, c'est ça. On ne sait pas trop ce que ça veut dire liminaire, mais 5 minutes, d'accord. Bon, alors je voudrais dire 2 choses, simplement, pour commencer. D'abord, le film montre assez bien, même très bien, que il y a derrière la monnaie quelque chose qui est pas simplement de l'ordre économique, mais qui est de l'ordre du lien social. C'est-à-dire que toutes les expériences qui sont rapportées dans le film, toutes les expériences de négociation pour essayer d'établir un contrat de prêt vis-à-vis des entrepreneurs ou des artisans qui se lancent dans une activité, est l'objet non pas de quelque chose qui est préétabli sur la base d'une procédure administrative, mais qui est le fait chaque fois d'un échange réel avec la personne demandant un prêt. Donc, et cette dimension de lien social qu'il y a derrière la monnaie et qui montre que la monnaie n'est pas simplement cet instrument d'échange économique dont on a l'habitude,
cet aspect-là est tout à fait conforté par toutes les recherches modernes, contemporaines sur la monnaie à travers l'histoire humaine. Donc maintenant, on sait par tous les travaux qui ont été faits, et Bruno, d'ailleurs, à côté de moi, en a été un des artisans, toutes les recherches qui ont été faites sur le plan historique, sur le plan anthropologique, ont montré qu'aux différentes époques de l'histoire de la société humaine, eh bien, la monnaie jouait ce rôle de transmetteur, de lien social. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut y voir derrière là quelque chose de purement bénéfique ou de purement positif, parce qu'il y a aussi l'envers de la médaille, c'est que derrière ces relations que la monnaie pouvait instaurer, il y a aussi des relations de pouvoir et des relations de hiérarchie, et donc les rapports sociaux, les rapports de force dans la société sont en filigrane toujours présents derrière cette question monétaire. Bon, c'est le premier aspect, j'ai déjà dû prendre 2 minutes et demie. 2 autres minutes et demie sur une deuxième chose, et qui là est peut-être un peu plus compliqué à décortiquer, mais on y reviendra dans la discussion si vous le souhaitez, bien sûr. Au tout début du film, il y a une petite séquence dans laquelle l'un des protagonistes explique qu'ils font des crédits parce qu'ils ont pu récupérer des dépôts auparavant. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout le fonctionnement monétaire de nos sociétés modernes. Les dépôts qui sont effectués par vous, par nous tous, auprès de nos banquiers, ne servent pas, c'est pas là-dessus que se fondent les crédits qui sont accordés. Autrement dit, lorsque je me présente à ma banque pour demander un prêt, ce que l'on m'accorde sur ma bonne mine n'est pas pris sur votre compte à vous. Et donc, il y a une injection de monnaie nouvelle qui s'effectue lorsque l'ensemble des crédits accordés à l'économie dépasse les remboursements, donc le solde, et c'est ce qu'on appelle la création de monnaie, l'injection de monnaie. Mais alors, pourquoi diable il faut-il toujours cette injection de monnaie? Mais ça, c'est une règle obligatoire, si je peux dire drastique. Toute économie qui veut croître, alors après on discutera s'il faut qu'elle continue de croître tout le temps, et ça c'est une autre question que je n'évoque que pour mention là à l'instant. Toute économie qui veut se développer, que ce soit une économie prédatrice comme celle que nous connaissons, productiviste, etc., ou une économie qui serait écologique, dès l'instant où, à l'échelle globale, il faut des investissements nets supplémentaires, donc pour prévoir, pour anticiper l'avenir, il faut qu'il y ait une injection de monnaie supplémentaire qui va circuler dans l'économie. Et cette injection de monnaie, elle anticipe le surplus de richesse qui devrait notamment, très certainement, qui devrait découler de l'investissement que le crédit a permis de réaliser. Donc c'est cette anticipation sur le futur qui justifie le fait qu'il y ait un secteur de l'économie qu'on appelle un secteur bancaire, dont la mission soit justement d'injecter ce supplément de monnaie sous des conditions sur lesquelles on reviendra. Je ne vais pas être trop long. Et donc, le problème est de savoir si l'injection qui est faite, l'injection de monnaie supplémentaire, est faite à bon escient ou à mauvais escient. Si c'est fait pour dynamiser une activité qui soit réponde à des besoins sociaux, qui soit fait sous des normes environnementales, bon, on peut imaginer tout un tas de critères, ou bien si c'est une injection de crédit qui sert uniquement à financer des placements spéculatifs sur les marchés internationaux, qui sont devenus internationaux maintenant. Donc vous voyez que le crédit en soi n'est pas à diaboliser, tout dépend de sa finalité et tout dépend du contrôle qu'on peut exercer sur cette finalité. C'est pour ça qu'on va voter pour les élections européennes dans quelques mois, dans quelques semaines. C'est pour ça que le drame dans la situation de l'Union européenne aujourd'hui, et en particulier de l'Union économique et monétaire, c'est de la zone euro, le drame, c'est que nous avons perdu cette possibilité de contrôler la destination de cette injection permanente de monnaie nécessaire pour développer les activités. Et c'est là où le bas blesse, ce qui fait que, et je reviens au point de départ et je conclus, ce qui fait que lorsque justement on n'a plus la maîtrise de cette finalité du crédit, alors non seulement les activités économiques qui en découlent laissent à désirer, mais on perd le premier point que j'avais abordé, c'est-à-dire la qualité du lien social. Donc vous voyez comme tout ça se boucle, et qu'on ne peut pas dissocier les finalités de l'activité économique du cadre social dans lequel elle s'exerce. Ça va, je n'ai pas dépassé. C'est parfait, merci beaucoup. Oui, d'accord.
Oui, pour continuer à partir du film, d'abord remercie aussi pour l'invitation. Voilà. Et à partir du film, il y a eu deux choses qui m'ont frappé dans le film. C'est le problème qu'a la nef avec le crédit coopératif. Et donc, parce qu'elle ne peut pas placer, donc elle ne peut pas avoir une activité quotidienne de banque. Hein, il parlait de... Quand on est en relation permanente, donc on a une vision pour faire du prêt beaucoup meilleure et plus assurée. Et là, la banque, donc le film, il est fondé sur l'idée qu'il faudrait que la nef soit une banque en elle-même, qu'elle puisse recevoir des dépôts et donc faire des services de paiement. Alors, ça, c'est important parce que là, dans le film, on ne voit qu'une partie du fonctionnement monétaire, à savoir la partie de l'argent qui se transforme en capital, qui fait de l'investissement. Il n'y a pas toute la dimension donc, de monnaie de circulation, de dépôt pour la circulation, etc. Et il montre bien que s'il n'y a pas articulation des deux, ben, ça pose des problèmes parce qu'ils sont limités en taille et ils sont en fait dépendants d'un organisme dont ils ne savent pas ce qu'il va faire de ces fonds, etc. Et donc, quand ils débattent... est-ce que je l'ai au crédit coopératif ou à la caisse d'épargne? Ben dans les deux cas, c'est pareil. On ne sait pas ce que fait la caisse d'épargne et le crédit coopératif de ces fonds. Alors voilà, donc là, donc c'est un peu partiel, mais en même temps, j'ai trouvé ça excellent, ce film, parce que ça montre bien ce sur quoi Jean-Marie a parlé, c'est cet aspect lien social, du crédit, etc. Cela dit, il y a un petit point... Alors, Jean-Marie est connu pour se battre contre l'idée de monnaie créée sur la base d'une épargne préalable. Là, quand même, je dirais, parce que c'est créé forcément à partir d'un crédit, une banque. C'est vrai, les banques capitalistes, depuis les années 30, peuvent se permettre de créer de la monnaie à partir de rien, en inscrivant un crédit, un débit dans leur compte, et c'est de la nouvelle monnaie. Elle n'a pas besoin de dépôt pour ça. Où les dépôts servent quand même, in fine, de réserve, de garantie au cas où ils feraient des erreurs dans leur crédit et qu'il faudrait rembourser quand même. Parce qu'il y a quand même les déposants, ils peuvent réclamer la conversion de leur monnaie bancaire en cash. Hein, et donc en monnaie trésor ou monnaie banque centrale, en monnaie d'État gratuite. Et alors, il y a un second aspect. Donc là, on voit bien cette affaire. Mais ce qui montre bien dans le truc, c'est que quand même, il calcule, là, il transforme, classiquement, c'est une banque d'avant les banques que t'écrivait Jean-Marie, c'est quand les banques étaient chargées d'intermédier, de convertir, donc, soit du court terme en long terme, hein, donc de la monnaie déposée à court terme, mais qui, s'il y en a beaucoup, ça permet de faire sur une fraction de la monnaie qui est dans les dépôts, quand même une certaine partie d'investissement, mais c'est limité parce qu'il y a des risques, etc., spécifiques. Mais il y a aussi une forme de crédit. Alors moi, je vais plaider plutôt pour la pluralité des modalités d'émettre du crédit, y compris des crédits qui anticipent sur le futur, sur une production future. Mais là, le crédit, quand c'est sur une production future, on voit bien que la question, ce n'est pas tellement qui épargne ou pas, c'est est-ce que c'est rémunéré par un taux d'intérêt et un taux d'intérêt. Il y a une intervention qui m'a frappé dans le film parce que je la trouvais un peu à con. Il y a un des chargés de crédit qui dit « Ah, moi, je suis pour le capitalisme, mais un capitalisme raisonnable, en fait. Hein. Raisonnable, il ne faut pas que le taux d'intérêt soit trop élevé. Mais que l'épargne soit rémunérée, c'est normal. » Ben non, c'est discuté aussi, ça. Hein. On dit... Bon, alors évidemment, il y a l'inflation, etc., qui dévalorise. Mais c'est discuté. Et le premier à avoir discuté ça, c'était Proudhon, quand il avait un projet de banque du peuple. Et le projet, justement, comme c'était du crédit entre les entreprises, etc., c'était que c'était du crédit sans frais. Alors, l'intervention de ce chargé de crédit, elle était contradictoire avec une autre, ce qui montrait qu'il y a une pluralité de points de vue. Et l'autre qui disait l'intérêt que je discute, hein, je ne sais plus son nom, là, c'est ce qu'on donne aux épargnants, plus les frais seulement. Et il n'y avait aucun profit théoriquement, pour la nef. Donc, un des gros enjeux dans ce qu'il dit, on peut être pour la création de crédits bancaires, etc., sur les modalités. Il faut bien qu'il y ait des gens, c'est vrai, qui créent un surplus de monnaie par anticipation de la production
Mais ce n'est pas forcément des banques commerciales privées qui tirent profit de cette activité. Ça pourrait être aussi bien le Trésor ou la Banque centrale ou des organismes comme ça. Et donc une pluralité des formes. Et ça serait du crédit. Ce serait de la monnaie de crédit qui anticipe sur un supplément que la richesse, la population augmente. Et il faut que, si on veut garder une consommation moyenne identique pour tout le monde, il faut bien qu'il y ait quand même un supplément d'alimentation, etc. Voilà. Et l'enjeu, c'est quel est le statut de ces émetteurs de nouvelles monnaies. Et ça peut très bien être l'État. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du mouvement Sovereign Money, la positive monnaie et tout ça. Il y a eu en Suisse un référendum sur ça qui disait que c'était à la Banque centrale de faire tout le crédit nouveau nécessaire. Et donc on centralisait, on privait les banques de ce pouvoir d'émettre de la monnaie gratuitement pour son propre compte en faisant du profit là-dessus. La Banque centrale, les banques n'auraient eu comme droit que de créer de la monnaie, mais à partir de crédits déposés, enfin d'épargne déposés dans des comptes à terme, hein, et à partir de ces dépôts-là, oui, là, on autorisait les banques à faire du crédit, mais ils n'étaient plus assurés par la puissance publique, tout ça, puisque les gens qui déposaient leur argent dans les banques, dans des comptes à terme, ou des comptes surlivrés, ou tout ce qu'on veut, des comptes d'épargne, prenaient le risque. Ils étaient au courant que si ça leur rapporte, c'est que ça correspond à un risque d'investissement qui est derrière. Par contre, sur les comptes sur dépôt, en France, où tous les citoyens, par exemple, sont obligés de déposer quand même leur argent, que là, on crée un mur. Il faut un mur. Alors, soit on dit, il faut séparation banque de dépôt, banque de crédit, soit on dit, tous les dépôts sont des dépôts en banque centrale, dont les banques seulement sont autorisées à faire le service de paiement. C'est-à-dire pour que ce soit quand même décentralisé. Bon, je m'arrête là, mais c'était juste pour montrer, ce qui est important, c'est de voir la pluralité, d'abord des rôles de la monnaie. La monnaie, c'est pas seulement faire de l'investissement, c'est aussi alimenter la consommation, c'est aussi payer les gens, etc., faire en sorte qu'ils puissent s'échanger des dettes, créer du lien social comme dans les monnaies locales. C'est vraiment instantané. Vous créez une dynamique commerciale locale, et ben, il faut de la monnaie qui circule pour éteindre les dettes, etc. D'accord. Très bien. Alors moi, je comprends on va parler promesses et confiance, j'ai l'impression, beaucoup ça. Alors, n'oubliez pas que les micros circulent. Dès que vous levez la main, c'est parti. Moi, ma question est toute bête, toute bête, je ne sais pas. Est-ce que la monnaie est la seule ou la meilleure incarnation du lien social? Est-ce qu'il y a d'autres incarnations? J'ai l'impression que la monnaie, c'est génial parce que c'est vachement difficile à incarner un lien social. Et donc voilà, je ne sais pas si ma question vous va. Alors on va en noter d'autres peut-être. Oui. Il y a un maître mot dans le film, c'est la transparence. Enfin, que ce soit la banque ou les sociétaires, ils parlent de transparence. Donc je m'interroge sur la nature, enfin les caractéristiques qui sont de la banque éthique. Qu'est-ce que ça veut dire une banque éthique? Est-ce que c'est uniquement un caractère de transparence? Est-ce que ce sont les projets qui sont proposés? Voilà, première question. Et du coup, je me dis, d'un point de vue démocratique, pourquoi en France, il y a une espèce de gendarme à la Banque de France qui empêche la nef de faire du dépôt à vue? Est-ce qu'il y a un contrôle démocratique? Voilà, du coup, en parlant de transparence. Et lié à ça, en Suisse, le fait qu'il y ait visiblement beaucoup de banques éthiques, mais je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Est-ce que ce n'est pas simplement un éventail du système financier suisse qui est un cache-sexe du capitalisme le plus débridé suisse? Voilà ma question. Et pour abonder dans le questionnement qui vient d'être formulé, moi je me pose la question, quel est le pouvoir du politique par rapport à ceci? Merci. On y va avec ça déjà. Il y a du boulot. Okay.
Bon, alors, la meilleure incarnation du lien social, je ne sais pas s'il y a des meilleures ou des mauvaises, mais il y en a plusieurs, peut-être. Oui. Bon, là, qu'est-ce qui incarne le lien social dans une monnaie? C'est, alors, un troisième élément dont on ne parle pas du tout, c'est l'unité de compte. C'est, par exemple, on compte dans un pays en euros, dans une zone, sur un territoire. Donc, d'abord, il y a eu un choix qui a été fait de dire, eh ben, quand on va compter, quand on va faire cette comptabilité, eh ben, on va choisir une unité de compte qui va être commune sur un territoire. Hein, et elle est instituée en général par le politique. Cette unité de compte, c'est un choix politique. Et alors, derrière l'unité de compte, on dit unité de compte, mais c'est pour faire vite, il y a un système de compte, en fait. Parce qu'on pourrait choisir pas forcément un système décimal. Hein, il y a des variations. Et quand les États-Unis sont devenus indépendants des Anglais, il y a eu un grand geste symbolique aux États-Unis au moment de l'indépendance, hein, c'était le même, Jefferson, c'est d'instituer un système décimal au lieu du système de la livre duodécimale, livre sous denier, enfin, ou shilling, pence, penny. Vous voyez, et donc là, il y a, et c'est là, et là c'est important, par exemple, dans la question de l'euro, par exemple, hein, c'est que c'est quand même un symbole d'une commune appartenance à ce qu'on peut appeler une communauté de compte et de paiement. Hein. Et ça veut dire, en fait, pas seulement d'échanges marchands, mais aussi quand on donne des liens et quand on paye ses impôts, etc. Donc, vous voyez, un peu, c'est la première dimension. Mais là, on peut dire aussi, c'est un bon exemple, c'est que ce mode de lien social, bon, un autre, c'est évident, c'est l'appartenance à une nation, à une appartenance à un groupe, à un groupement. Et là, c'est la nation. Donc, ce qui est le lien social, là, ça sera la façon... là, on est dans l'éthique presque, hein, enfin une éthique assez macro-éthique, c'est-à-dire partager des valeurs, mais des valeurs qui peuvent être morales, avec d'autres gens. Et c'est pour ça qu'on se met ensemble, parce qu'on partage les mêmes valeurs. Hein. Et ça n'a pas forcément directement... Ça a une expression discursive d'abord, mais ça n'a pas forcément une expression monétaire immédiate. Même si, justement, en général, si on veut avoir une souveraineté politique de cette communauté d'appartenance, ben bien souvent, on va se doter d'une monnaie, hein, une monnaie commune, et d'abord pour pouvoir consolider ce lien social. Donc, en fait, il y a des concurrences. Alors, c'est une complémentarité qu'on peut définir entre les différentes formes de faire lien social. Il y a le droit partagé, du droit, un droit commun, hein, un droit, un système juridique, les mêmes systèmes de droit, le droit romain ou un autre droit, comme les anglo-saxons, c'est la common law, etc. Et alors, voilà un peu, et là, il peut y avoir de la complémentarité, on peut passer à la concurrence. C'est ce qu'on voit avec la création de la communauté européenne. On voit bien que les institutions de la monnaie sont déjà souveraines et au niveau européen, alors qu'il n'y a pas de gouvernement réel au niveau européen qui soit aussi centralisé que le système monétaire avec la BCE, le système des banques. Là, on a un vrai fédéralisme au niveau monétaire européen, d'une certaine manière, et on n'a pas du tout de fédéralisme. Voilà. Donc là, on voit que... On pouvait dire qu'à un moment, pendant la crise, c'est Draghi qui était le président de la communauté européenne. Quand il a pris des mesures d'exception, ce qu'on a appelé les mesures non conventionnelles, pour sauver l'euro, pour sauver la crise, et il a dépassé son mandat. Et il s'est posé en position de souveraineté. Bon, ça, voilà. Donc là, ça peut devenir en concurrence. Et au niveau international aussi, ça peut être une monnaie qui soit souveraine, là où il n'y a pas d'État, par exemple. Bon, je ne rentre pas dans les... Alors, sur les banques éthiques et transparence, non, il y a des banques éthiques en Allemagne, il y en a 2, je pense aussi. Il y en a plusieurs qui ont... Parce que dans les pays fédéraux, c'est beaucoup plus simple d'avoir des choses locales. Hein. Et, bon, alors la Suisse et le capitalisme, bien sûr... sans morale apparemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un système, par exemple, de crédit interentreprise, le VIR, qui est une banque aussi, une banque interentreprise, avec du crédit entreprise gratuit, justement, où ils se font du crédit gratuit entre eux, et ça existe depuis les années 30, et c'est quand même assez puissant, et donc c'est assez important. Hein. Donc, alors, transparence et projet, là, oui.
Non, mais on comprend bien dans le film la transparence par rapport au projet, en fait. Hein, c'est ce qu'ils réclament. C'est que quand l'argent est placé, on sait où il va et que les épargnants puissent évaluer si cet investissement correspond à leur valeur d'un investissement correct, si c'est dans l'armement, si c'est dans le trafic, etc. Voilà. Moi, je pense que c'était les deux. C'est dire qu'eux, ils assurent la transparence sur les prêts, mais ils n'arrivent pas à avoir la transparence sur les dépôts, hein, sur leurs trucs. Et le pouvoir du politique, bon, il passe par les autorités bancaires, en fait, en Europe, dans le cadre de l'Europe. Parce que c'est politique, la Banque centrale, c'est une institution politique. Vas-y, Jean-Marie, excuse-moi. Bon, il a presque tout dit, donc. J'ajoute deux petites choses sur chacun des deux points. Concernant les autres aspects du lien social apportés par d'autres institutions que la monnaie, je répondrai de la manière suivante. C'est-à-dire que la monnaie joue son rôle de lien social parce qu'à côté, il y a d'autres institutions qui viennent la conforter. Et par exemple, en plus de ce qu'a dit Bruno, j'ajouterai que l'existence du droit, qui unifie de certaine manière la société aussi, il y a la communauté de travail. Si la monnaie peut circuler et remplir son rôle à la fois de lien social et économique, c'est parce qu'il y a un système productif dans lequel les gens travaillent, vont produire de la richesse qui va pouvoir ensuite être échangée. Donc l'ensemble de c'est l'ensemble de ces institutions, travail, le système productif, monnaie, un système de protection sociale. Un système de protection sociale est un élément majeur dans nos sociétés pour construire et perpétuer à travers les générations, le système des retraites, le lien social. Et les retraites sont payées via la monnaie. Donc vous voyez comment tout ça s'emboîte. Un système productif, le travail, un système monétaire, un système de protection sociale, un droit, etc. Donc tout ça concourt à construire à faire société, finalement. Et lorsque l'autorité politique se croit investie de la mission de laminer l'une de ces institutions faisant corps avec celles qui sont adjacentes, et ça ne va plus. Si le droit du travail, par exemple, est laminé, si le système de protection sociale est plus ou moins privatisé, et si dans le même temps la politique monétaire est uniquement destinée à lancer du crédit pour nourrir la spéculation, il y a des chances pour que tout se déglingue. Sur le deuxième aspect, la transparence qui a été posée, je vais y répondre à l'envers. Bon, vous savez qu'on parle beaucoup aujourd'hui de transition écologique, transition énergétique, transition écologique, de lutter contre le réchauffement climatique, etc. Le système bancaire aujourd'hui, je veux dire les grandes banques et les grandes institutions financières, ont mis les bouchées doubles depuis quelques années pour imaginer un nouveau type d'obligation qui soit chargé de couvrir les risques occasionnés par la disparition de telle ou telle espèce, par le fait que le réchauffement du climat va entraîner une recrudescence des typhons, ouragans, etc., etc. Et donc, pour couvrir ces risques, soit pour couvrir ces risques, soit au contraire pour favoriser des activités qui pourraient être en faveur des énergies renouvelables, etc., etc., les grandes banques, les grandes institutions financières mettent en circulation, proposent des obligations. Alors, selon les cas, selon la destination, ça peut être des obligations dites vertes, ou bien des obligations catastrophes pour couvrir les risques. En anglais, ils appellent ça les cat bonds. La finalité et la destination, donc des crédits qui seraient accordés en contrepartie de ce nouveau type d'obligations, personne n'en a la moindre idée. On est dans l'absence totale de transparence. Donc oui, je réponds en montrant le contre-exemple et qui justifie justement que l'on pourrait exiger de la transparence totale sur les nouveaux crédits qui seraient accordés pour préparer cette transition écologique. Et il y a aujourd'hui pas mal de réflexions pour exiger des banques qu'elles n'accordent de crédit que sur des critères satisfaisant les normes sociales ou écologiques qui ont été définies collectivement. Et deuxième niveau de contrôle, alors juste une seconde de petit aspect technique, les banques, comme il y a de multitudes de banques, elles ont besoin pour solder leurs opérations entre elles, vous n'êtes pas la même banque que moi et que cette personne, etc., etc. Donc tous les jours, il y a une compensation
soldes des comptes entre les différentes banques, mais cette compensation s'effectue dans la monnaie de la Banque centrale. Dans la monnaie de la Banque centrale par l'intermédiaire des comptes que les banques ont à la Banque centrale. Et il n'y a que les banques ordinaires qui ont des comptes à la Banque centrale. Et selon la situation des comptes les unes vis-à-vis des autres, elles ont besoin donc périodiquement de se refinancer en monnaie centrale, en monnaie de la Banque centrale, auprès de celle-ci. Et donc là, le refinancement, qui est absolument indispensable pour les banques, serait conditionné, pourrait être, parce que ce serait un projet, pourrait être conditionné par la présentation de titres, d'obligations, de titres obligataires par exemple, qui auraient elles-mêmes satisfait aux critères de soutenabilité écologique, de durabilité écologique, respectant tous les nouveaux standards qu'il faudrait pouvoir respecter pour assurer cette transition écologique. Et donc vous voyez que cette transparence, pour l'instant, pour le système bancaire en général, je ne parle plus de la nef, est dans les limbes, n'est pas à l'état de réel, n'est pas réalisé réellement, et donc la construction d'une nouvelle architecture bancaire permettant cette succession de contrôles démocratiques serait une piste absolument indispensable pour que justement cette transition puisse s'amorcer, parce que tout le monde en parle, mais on est encore à la veille du jour où le premier pas serait fait. Alors sur la question du politique, Bruno a déjà répondu, effectivement, les institutions sont instituées politiquement, au sens fort du terme, et donc jouent un rôle tout à fait important dans la régulation de la société. Attends, excuse-moi, tu prends le micro si tu veux causer, sinon on ne t'entend pas. Et Laurent, est-ce que tu pourrais préciser ce que tu espérais ou espérerais entendre sous le mot de politique, puisque c'est toi qui as posé la question. Attends, micro s'il te plaît. Nous sommes à la veille des élections européennes, il y a une banque centrale européenne, donc les projets politiques de chacun des partis devraient un peu se positionner par rapport à leur volonté, par rapport à ce que vous avez exposé. Voilà, c'était un petit peu cette réflexion que je souhaitais que vous développiez. Il va falloir leur poser la question, les mettre au pied du mur. Non, mais pour l'instant, vous ne connaissez pas de groupement ou de parti qui répondrait à cette... Non, parce que la monnaie, c'est un sujet tabou, en fait. Il y a un tabou, bien sûr. On ne peut pas remettre en cause. Là, la Banque centrale est en train de fêter ses 20 ans. Là. Mais c'est un succès formidable. Hein, ils honorent le succès de l'euro. Alors évidemment, il se place par rapport à la stabilité monétaire de l'euro international et la force de la monnaie de l'euro à l'échelle internationale. Mais la situation interne à l'euro et aux asymétries qu'il y a entre les différents pays, etc., est complètement passée sous silence. Et le politique jamais n'abordera la question monétaire. Hein, il l'a délégué à des autorités, et la parole sur la monnaie a été donnée au conseil des directeurs des banques centrales, et c'est eux qui ont la parole sur la monnaie, la parole autorisée sur la monnaie. Le politique s'est auto-privé, auto-réprimé. Attends, mais rien ne nous interdit de faire chier nos députés et nos maires en leur disant quand est-ce que vous parlez de la monnaie, bordel. Enfin, oui, c'est possible, ça. Oui. Ah oui, c'est possible. Il y aura les écologistes qui en parleront peut-être un peu, parce qu'il y a un vrai problème. Les écologistes, ils ont un problème avec la monnaie, parce qu'ils aimeraient bien que la monnaie, ils sont contre la monnaie à intérêt, au mode la monnaie dette des banques, parce que c'est une production indéfinie, et ils disent que, vu les limites de la planète, si on se met à créer de la monnaie de façon infinie, surtout avec l'hubris du profit, eh bien, on va dans le mur forcément, et donc faut ajuster, il faut avoir des monnaies qui auraient la même temporalité que la production matérielle. Donc il y a un grand débat, c'est un peu les seuls. Il y a un député belge, je parle, moi qui est un des rares à aborder cette question. Mais sinon, on peut toujours faire du lobbying sur nos députés, oui, d'accord. Oui, excusez-moi d'insister, je voudrais juste revenir à une question pour laquelle je n'ai pas eu une réponse, en tout cas je n'ai pas très bien compris. C'est qui ce gendarme à la Banque de France qui décide que oui ou non la nef pourra être une banque de dépôt? La Banque de France dépend bien de Bercy?
Alors excusez-moi. Alors, Les banques de expliquez-moi. France, les banques centrales sont indépendantes maintenant du pouvoir politique. Donc ça veut dire que ce gendarme de la Banque de France ne dépend absolument pas du pouvoir politique. Si, parce que c'est une agence de régulation, ACP, qui est gérée par la Banque de France, mais qui est quand même une autorité indépendante. Tu vois, c'est toute la complexité des autorités administratives indépendantes et de ces commissions de régulation, dans lesquelles le politique a un rôle, parce qu'il les nomme les gens. Il faut beaucoup de Mais totems après- pour protéger les tabous. Ouais. Beaucoup. Donc c'est elle qui décide, qui évalue et qui décide, qui est censé, c'est comme un tribunal en fait, hein, c'est des juges qui sont des juges régulateurs, c'est exactement ça, et à qui on a donné pendant un certain temps l'autorité pour décider, et c'est pas le politique qui peut. Alors, j'ai pas vu la date du film là. Est-ce que tu peux il est de quelle année? 2012. Parce que bon, je ne connais pas l'état aujourd'hui de la situation de la nef, hein, mais il me semble avoir entendu que les négociations pour obtenir le statut de banque avaient quand même avancé depuis 2012. Hein. Donc, mais je ne crois pas qu'elle ait obtenu encore le statut, ce qu'on appelle la licence bancaire, c'est-à-dire Le fameux agrément dont on parle dans le film. c'est voilà, ça. exactement. Oui, je voudrais poser une question, mais juste avant faire une remarque sur ta dernière question. Peut-être qu'on comprend mieux ce que c'est qu'une banque centrale quand on sait que historiquement, ce n'est pas une banque de l'État, mais la banque des banquiers, en fait. La Banque de France, par exemple, c'était privé au XIXe siècle. C'était pas une émanation de l'État. Il y a toujours eu le Trésor et la Banque de France. D'ailleurs, elle n'a obtenu en réalité le privilège, par exemple, pour les billets de banque pour l'ensemble du territoire national qu'en 1848. Bon, alors justement, parlant de ça, de banque centrale et de monnaie centrale, j'avais deux questions en fait qui correspondent un petit peu, qui reviennent un petit peu sur votre propos liminaire, donc de M. Haribey au tout début. Donc vous avez dit que la monnaie bancaire, la monnaie qui donc est créée dans le système bancaire privé, est une anticipation sur de la valeur future. C'est effectivement ce qu'est la monnaie bancaire, mais la monnaie centrale aussi finalement, puisque la monnaie centrale ayant cours pour garantie pour l'essentiel des obligations d'État, et parfois aussi même de l'économie, mais surtout des obligations d'État, d'une certaine manière, l'obligation d'État elle est remboursée par une ponction sur la valeur future, qui est les taxes, la fiscalité future, qui servira, qui sera bien un prélèvement sur de la valeur à produire plus tard, et qui serviront à rembourser les emprunts en question. Donc la garantie de la monnaie centrale, c'est aussi, d'une certaine manière, une anticipation sur la valeur future. Et, donc, êtes-vous d'accord ou pas avec cette position? Et deuxième chose, vous nous avez dit qu'on a perdu avec cette monnaie bancaire le contrôle, finalement, de la finalité du crédit, de l'injection de cette monnaie dans l'économie. Mais quelque chose qu'on a perdu, c'est quelque chose qu'on possédait. Et moi, je me demandais quand est-ce qu'on a possédé, depuis finalement la création depuis que le capitalisme est mode de production, quand est-ce qu'on a possédé, qui a possédé, quelle autorité même a pu posséder à un moment ou à un autre, le contrôle de cette finalité de l'activité économique. Parce que la valeur qui se valorise sans cesse, c'est quand même le fonctionnement central du capitalisme depuis 2 siècles et demi. C'est sa logique principale. C'est celle qui entraîne en réalité le fonctionnement de tout le système financier, bancaire. Et effectivement, on peut voir à la marge des banques éthiques ou des banques islamiques ou des banques catholiques peut-être essayer de n'investir que dans certains projets. Tout simplement, les investissements dans les projets qui ne sont pas soutenus par ces banques-là seront soutenus par d'autres banques. Autrement dit, ce que d'une certaine manière on peut éviter à la marge pour soi ou les gens avec qui on pense, avec qui on a la même pensée, va être fait autrement. Et tout ça parce qu'effectivement, il y a une logique qui est celle de l'accroissement infini de cette valeur. Donc la question, c'est nous l'avons perdu. Quand l'avons-nous perdu? Vous avez donné quelques pistes sur le contrôle ou les contrôles qui pourraient être mis en place pour la récupérer. Quand, comment, avec quelle force, avec quelle puissance?
Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu aussi sur les rapports entre la BCE et les banques centrales nationales, la Banque de France? Parce que, bon, qu'est-ce que la Banque de France peut faire encore? Voilà, merci. Allons-y. On répond là? Je dis quelques mots. Vas-y. Alors, il y a beaucoup de choses là. Bon, j'essaie de ne pas être trop bavard. La monnaie qui circule entre ce qu'on appelle les agents économiques, soit les ménages, les entreprises, ou voire les administrations publiques, c'est pas de la monnaie de la Banque centrale. C'est de la monnaie dont l'origine est essentiellement et très 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 majoritairement de la monnaie de type bancaire. Et que les banques soient privées ou publiques ne change rien à l'affaire. La création de monnaie par les banques, c'est le même mécanisme quand c'est mis en œuvre par une banque privée ou par une banque qui serait publique. Le mécanisme est le même. Je dis essentiellement ou très très majoritairement, c'est de la monnaie d'origine bancaire, à part la petite monnaie résiduelle qui est sous forme de pièces et de billets. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a une menace qui plane au-dessus de la tête des pays membres de la zone euro, selon laquelle la Banque centrale européenne commence à réfléchir à la disparition progressive des billets et pièces. Ce qui est déjà en œuvre dans certains pays. En Suède, par exemple, la disparition des espèces métalliques et papier est en cours. Ce n'est pas achevé, loin de là, mais le processus a été entamé. Donc, mis à part la petite monnaie qu'on appelle fiduciaire, c'est le terme qui est consacré pour désigner cette monnaie dont la Banque centrale a le monopole d'émission, et lui a été attribué. Mis à part cela, donc c'est l'essentiel des virements pour payer les achats, les achats, ventes, etc. C'est de la monnaie qu'on appelle scripturale, c'est-à-dire qui est écrite dans les comptes des banques. Bon. À l'origine, alors vous avez raison de dire que la Banque centrale peut être définie comme la banque des banques. Ça, je souscris à votre formulation. Et qu'à l'origine, la Banque de France, par exemple, était privée, oui, vous avez raison aussi, à ceci près quand même que Napoléon, quand il crée la Banque de France, il avait aussi en tête, bon sang, il faut que je finance mes guerres. Donc il y avait des dépenses d'État qui étaient dans la pensée des créateurs de la Banque de France, même si celle-ci était constituée d'actionnaires privés. Bon. Et ça permet de rejoindre la question sur le politique qui a été posée tout à l'heure, à savoir que, bon, même si le système bancaire est essentiellement privé aujourd'hui, il n'y a plus que la Caisse des dépôts qui n'est pas encore tout à fait privée, il y a toujours un rapport du système bancaire qui réunifie le système de paiement, qui unifie le système de paiement avec la décision politique. Le lien n'est jamais rompu, même si des statuts de ces institutions prévoient que la Banque centrale européenne est indépendante des États. Sauf qu'il faut bien nommer, comme le disait Bruno, les gouverneurs. Alors, quel rapport, une dame me demandait, quel rapport entre les banques centrales nationales, qui subsistent encore, et la Banque centrale européenne pour la zone euro? Mais c'est que le Conseil, le directoire, si vous voulez, de la Banque centrale européenne est constitué des gouverneurs de chaque banque centrale des pays membres de la zone euro. Bon, donc il n'y a pas de lien rompu entre la Banque centrale nationale et la Banque centrale européenne. Alors, bon, j'ai tout à fait conscience que ce qu'on dit peut être extrêmement abrupt et puis sans beaucoup de détails. Bon, il se trouve, je ne fais pas beaucoup de publicité, mais il se trouve que lorsque la crise des subprimes et qui a déferlé dans le monde entier ensuite a été déclenchée, et qu'on nous demandait beaucoup d'explications sur d'où vient l'argent, etc., j'ai écrit successivement 2 petites nouvelles qui sont en libre accès sur Internet, dont je vous donne les titres, vous tapez les titres et vous les trouverez, pour décortiquer un peu ces mécanismes un peu complexes, il faut bien le reconnaître, quand on veut aller dans les détails. Le premier texte, première petite nouvelle, une sorte d'enquête policière, je l'avais intitulé « Le mystère de la chambre forte ».
par un peu analogie avec le célèbre Rouletabille de Gaston Leroux, le mystère de la chambre jaune. Et lorsque la crise grecque a éclaté, donc il y a 4 ou 5 ans maintenant, la dite crise grecque, j'ai fait la suite. Et vous savez que Gaston Leroux, après le mystère de la chambre jaune, il avait écrit Le parfum de la dame en noir. Et moi, j'ai fait ma seconde petite nouvelle, je lui ai donné le titre, vous le tapez sur Internet, vous le trouverez, Le parfum de la banque en noir. Parce que lorsque les émissaires de la Banque Centrale Européenne, de la Commission Européenne, du FMI se sont présentés à Athènes pour mettre le gouvernement Syriza à leurs bottes, ils se nommaient eux-mêmes The Men in Black, les hommes en noir. Donc voilà, le parfum de la banque en noir. Donc, 2 petites nouvelles pour décortiquer par le menu un petit peu, mais de manière un peu... Bon, voilà, je n'oserais pas dire humoristique, mais un peu ludique, effectivement. Ludique, mais attention, vous pouvez vous endormir ce soir dessus. Bon, voilà, donc c'est en libre accès. Bon, si vous voulez compléter un petit peu, et après, il ne manque pas de livres plus savants pour satisfaire votre curiosité. Oui, sur la question des rapports BCE, Banque nationale, toute la question c'est qui a l'initiative de l'émission. Après les échelons hiérarchiques supérieurs, ils entérinent, ils garantissent a priori, et dès qu'il y a un problème de déséquilibre entre les réseaux bancaires, ils entérinent en payant avec l'or, en refinançant les banques, en leur injectant de la monnaie supérieure, quoi, en gros. Or, et les monnaies des banques centrales nationales, c'est elles qui réescomptent, enfin, qui garantissent les crédits des banques grecques et qui équilibrent. Mais seulement quand elles doivent refinancer des banques, il y a des règles édictées par le directoire où vous avez le droit d'accepter tel type de titre, tel type, etc. Et c'est ce qui... Voilà. Et ensuite, alors c'est compliqué, il y a un système de paiement qui s'appelle Target 2, et après tout ça, ça remonte à la Banque centrale, enfin, etc. Il y a une sorte de réseau des banques centrales nationales. C'est pour ça que c'est assez intéressant, l'architecture de la Banque centrale, la BCE, parce que c'est vraiment une structure fédérale. Et ce n'est pas une banque centrale, en fait. C'est une fédération de banques centrales avec un État fédéral qui est la BCE, au-dessus des petits États, etc. Ouais. Vous voyez, mais ils ont quand même des compétences propres. La surveillance, bon, il faut rentrer dans le détail, elles ont des compétences propres pour garantir les banques nationales. Mais par exemple, les trucs prudentiels sur les banques, c'était les banques nationales et il n'y avait pas... Et c'est pour ça qu'après la crise de 2008, on a fait l'union bancaire. Il va y avoir une réglementation commune pour tous, alors qu'avant, ce n'était pas la même réglementation dans les différents pays. On ne fait pas les prêts de la même façon en Allemagne immobilier qu'en France. C'est assez bizarre, mais dès qu'on voyage un peu, qu'on s'aperçoit, et c'est des règles nationales qui continuent de s'imposer, mais il y a maintenant des règles communes. Je ne connais pas le détail, mais vous voyez, c'est qu'il y avait des idiosyncrasies nationales dans la façon de distribuer le crédit, comment on fait du crédit. En Allemagne, c'est très différent. Vous choisissez une portion de crédit et vous pouvez le rembourser avec avant. Enfin, c'est assez complexe, mais vous voyez, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que ça permettait de unifier tout en gardant des formes nationales de réglementation précises sur les banques qui étaient différentes et héritées du passé, héritées de l'histoire monétaire et bancaire de chaque pays, etc. Bon, l'histoire, par exemple, des États-Unis est très différente de l'histoire européenne. Bon, alors ce que je voulais introduire en plus, c'était encore un élément de complexité, c'est que le capitalisme financiarisé a inventé une nouvelle forme de monnaie pour la circulation. Bon. C'est la monnaie adossée au marché financier directement. Là, les monnaies, ce qu'on a critiqué, c'est le fait, pourquoi on réclame la séparation de la banque de dépôt de crédit avec la banque d'affaires, c'est qu'en fait, la monnaie de crédit a servi à financer les marchés financiers, les opérations sur les marchés financiers. Donc la monnaie était redétruite après assez rapidement, mais sans monnaie de crédit, jamais il y aurait eu
cette possibilité de bulle d'augmentation des prix des actifs financiers. Mais l'objectif de la finance américaine, c'est d'arriver à éliminer la monnaie de crédit, la monnaie dette, hein, des banques, y compris des banques, et de mettre de la monnaie titre. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les Money Market Mutual Funds, c'est-à-dire des fonds communs de placement monétaire. C'est-à-dire que vous allez payer en part de portefeuille de titres. Vous êtes, on dit mutual, c'est un détournement du mot mutuel, si, parce que tous les gens qui ont des comptes dans ces fonds, eh bien, ces comptes, c'est des parts des fonds, donc ils sont propriétaires du fonds, à travers le fait qu'il y a un capital, ils achètent un portefeuille, et à partir de ce portefeuille, on liquidifie les actifs financiers pour en faire des moyens de paiement aujourd'hui. C'est ce que voulait dire notre cher président en disant qu'il voulait que tous les Français soient actionnaires, c'est ça? Voilà, ça va avec. C'est pour ça, mais il faut faire une éducation financière du peuple. Voilà. Sans éducation financière du peuple, on n'arrivera pas. Mais ces fonds de commun de placement aux États-Unis, ils ont représenté une part considérable de la masse monétaire. Bon, après, ça s'est cassé la gueule avec la crise, hein, parce qu'ils ont fait faillite aussi. Et en fait, ils vivent des emprunts publics, enfin, etc. Mais vous voyez, il y a maintenant l'idéal keynésien de la monnaie dette, et ils n'en veulent plus réellement. Ils sont obligés de le tolérer momentanément, de même qu'ils ne veulent plus de cash, mais ils ne veulent plus de monnaie dette, de scriptural. Ils veulent de la monnaie titre. Tout doit être financiarisé parce que si on couvre le monde de marchés complets, financiers complets, on n'a plus besoin de monnaie. Et la monnaie, ça a un parfum de politique. Et c'est encore ce qui reste de politique, hein, dans la société, parce que la monnaie, il faut une unité de compte, il faut une démocratie. Voilà. Attends, micro, s'il te plaît. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus, parce que pour la crise des subprimes, la titrisation, là, c'est basé complètement sur la confiance, ou de l'inconscience peut-être, parce qu'ils ont vendu de la dette, il y avait des spéculations sur la dette. Oui, au départ, il y a eu de la monnaie crédit. Et comment ils ont pu arriver à se faire confiance comme ça, enfin, de manière inconsciente. Enfin, vous pouvez me... Oui, je reviens un peu au début, moi. Quand vous dites que les banques peuvent créer de la monnaie, d'accord ? Mais c'est la base. Ils créent à partir de rien, alors. Oui. D'accord. Oui, mais alors sur quels critères et jusqu'à quel point, etc. Anticipation d'une valeur future actualisée. On dit, c'est bien montré dans le film. C'est bien montré dans le film, là. Un entrepreneur, le boulanger, par exemple, il a besoin de crédit, il a besoin d'argent pour refaire son four. Bon. Eh bien, on va chez le banquier, il étudie le projet, puis s'il l'étudie, parce que maintenant, en plus, c'est gestion statistique. Bon, ça, on ne va pas rentrer dans cette dimension. Mais au moins, la NEF, ce qu'elle fait de différent des autres banques, c'est qu'elle ne fait pas de la gestion statistique. Sinon, vous remplissez des bordereaux, hein, vous avez vos revenus, clac, et c'est traité par l'ordinateur. Oui, vous avez le crédit, les autres. Ils n'ont plus de contact interpersonnel avec les clients. Ça, c'est une évolution très forte des banques. Mais donc là, il faut du crédit, donc ils anticipent sur le but, ils font le bilan, le business plan, hein, comme on dit, et ils disent qu'à dans 3 ans, il aura tel chiffre d'affaires, tel revenu, donc il va pouvoir rembourser le prêt et tout en se rémunérant. Donc c'est la part de profit anticipé que prend la banque sur le profit futur, le profit à venir de l'entreprise, et qui est actualisé avec un taux d'actualisation en jeu, le passé rapporté au temps présent. C'est comme quand on fait des enfants, on espère qu'ils vont vivre longtemps et que voilà. Mais c'est un pari. Hein. Voilà. C'est des paris sur l'avenir, mais qui sont au bon sens du mot pari. Hein. Oui, c'est ça. Enfin, au bon ou au mauvais. Oui, vous n'avez pas vraiment répondu sur la question de la monnaie centrale. Je sais bien la différence entre monnaie centrale et monnaie bancaire, mais pour moi, la monnaie centrale, c'est aussi une anticipation de la valeur future, qui, soit dit en passant, ne repose pas sur rien du tout. Il y a bien quelque chose à l'actif de la banque qui est précisément la dette de la personne à qui on a prêté la somme. Donc en réalité, ça ne repose pas sur rien, ça repose sur le fonctionnement même du capitalisme, c'est-à-dire un accroissement infini de la valeur. Mais ça ne repose pas sur rien, ça repose sur une logique sociale
qui nous entraîne tous, me semble-t-il, depuis 200 ans. C'est pas sûr. Parce qu'il y a des situations, là, le quantitative easing, là, ce qui s'est passé au moment où il fallait sauver les banques, ce n'était pas une anticipation de la valeur future, c'était au contraire transformer des actifs financiers en liquidité monétaire pour que les banques se mettent à anticiper sur le futur. Mais il n'y avait plus aucune anticipation du futur, on sauvait les meubles. Mais pourquoi ? Parce que la monnaie centrale, ce qui la distingue essentiellement, c'est que sur un territoire, c'est le moyen de paiement ultime qui peut mettre fin aux dettes. Ce que ne peuvent pas faire les monnaies bancaires. Les monnaies bancaires, c'est des monnaies intermédiaires qui doivent se détruire, mais dès qu'elles en émettent trop, elles doivent être converties. Voilà. C'est jamais la fin d'un paiement, hein, puisque c'est transféré, la dette, elle est transférée à une autre banque, elle est transférée, mais c'est toujours de la dette. Et on n'a jamais coupé la dette. Donc c'est la seule moyen de le faire, c'est d'avoir une monnaie qui est moyen de paiement ultime sur le territoire. Alors évidemment, avec la mondialisation, c'est plus compliqué, parce que cette monnaie ultime, elle devient une devise à l'extérieur, elle redevient marchandise. Mais normalement, la monnaie ultime sur le territoire, ce n'est pas une marchandise. Hein, garantie par le fiat de l'État ou garantie par des recettes fiscales, dans le meilleur des cas. Oui, c'est ça. Une garantie et une anticipation de valeur. Non ? Ah oui. Quand c'est garanti par des recettes fiscales, si c'est quand c'est une monnaie d'État, oui. Mais ça, on est des petites différences sur ce point. Mais c'est la monnaie de crédit fiscal. C'est ce que propose M. Terré, des bons de paiement fiscaux. Voilà. Depuis tout à l'heure, on a parlé de choses qui sont à fait très techniques sur comment fonctionne la monnaie, la circulation de la monnaie, d'une certaine manière les banques. Mais moi je vais poser peut-être des questions un peu bêtes, peut-être à tout le monde, pas forcément à nos deux intervenants, mais il y a quelque chose que je pense que vous avez dit au début d'une de vos interventions, c'était toute économie qui veut croître doit injecter de la monnaie. Et une autre qui était le corollaire qui est il faut bien qu'il y ait des gens qui créent un surplus de monnaie. Donc en gros, il faut bien qu'il y ait de la monnaie pour que l'économie puisse croître. Mais donc ensuite, une autre question a été posée. Enfin, la question que je voudrais poser par rapport à ça, c'est mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une économie qui croît ? Et si on n'a pas besoin d'une économie qui croît, donc on n'a pas besoin de monnaie. De surplus de monnaie. Bon, donc repartons de ça. Ensuite, on a dit, la toute première question, c'était la monnaie, à quoi ça sert ? Ça sert à créer du lien social. Quelles sont les autres choses qui permettent de créer du lien social ? Alors, moi, j'ai fait la liste. Alors, en première place, l'argent. Donc, qu'est-ce que c'est que la communauté et le lien social ? Première place, l'argent. Ensuite, le droit, le travail, la nation, la patrie. Alors, on a oublié, je sais pas, peut-être la famille et la police et la religion, peut-être. Mais j'ose espérer qu'on peut imaginer d'autres formes de lien social et qui, peut-être, feraient qu'on n'aurait pas besoin de monnaie du tout. Donc, expliquez-moi pourquoi est-ce que la monnaie est un superbe moteur de lien social, si on n'a pas besoin d'une économie qui croît. Vous voyez que vous avez introduit vous-même une partie de la réponse. C'est-à-dire que même dans le cas d'une économie qui ne croîtrait pas, qui n'aurait donc pas besoin d'un surplus de monnaie, ça ne fait pas de facto, ça ne fait pas disparaître la monnaie pour l'activité qui existe, sans imaginer qu'elle puisse se croître indéfiniment. Et tout à l'heure de mon intervention liminaire, dans mon intervention liminaire, j'avais bien dit que pour l'instant, mais vous faites bien d'amener la discussion sur ce terrain, pour l'instant, je mettais de côté la discussion, est-ce qu'effectivement, il faut toujours envisager que l'économie croisse ou pas ? Et ce qui est une vraie question, et à laquelle je ne me soustrais pas. Mais considérez bien qu'il y a deux instants dans la discussion, qui est presque une discussion logique. Bon, j'ai été prof de lycée pendant la moitié de ma carrière et j'ai gardé cette habitude d'écrire des petites choses pour expliquer les trucs compliqués. Lorsque, au printemps dernier, certains ont pu célébrer le bicentenaire de la naissance de Marx, j'ai mis sur mon petit blog quelques petits textes pour expliquer des petites choses. Et notamment celle-ci. Et comme c'était pas trop un couillon, Marx, il disait, pour expliquer le problème dont on est en train de débattre, les capitalistes, ils avancent de l'argent. Et il appelait ça grand A.
Donc avec ça, ils achètent des machines, des bâtiments, et puis ils achètent ils louent de la force de travail. Ils mettent tout ça en train. Et puis, comment se fait-il? S'ils ont lancé grand A, sous forme de salaire ou d'équipement productif, comment se fait-il qu'ils pourraient recevoir une somme plus grande que grand A? Où se nicherait le profit si les capitalistes ne faisaient que récupérer les sommes qu'ils ont avancées? Il y aurait un mystère. Le mystère est résolu par le fait que le crédit bancaire anticipe l'accumulation du capital, anticipe la plus-value que produiront les travailleurs, anticipe les profits monétaires que réaliseront les capitalistes lorsqu'ils vendront les marchandises produites par les travailleurs. Donc, la nécessité, sur le plan de l'ensemble de l'économie, d'une création de monnaie pour nourrir l'accumulation du capital, toujours en perpétuelle augmentation, est une règle logique. Et mais nous avons parlé de ça toute la soirée. C'est-à-dire, c'est le système bancaire dont la fonction, qu'elle soit critiquable ou pas dans ses formes actuelles, ça c'est une autre chose, mais la fonction, c'est de mettre ce supplément de monnaie en circulation. Excusez-moi, là, dans le circuit de circulation dont vous parlez de Marx, à prime, c'est le surtravail, c'est le travail des travailleurs, c'est pas la banque qui le crée. Ça n'a rien à voir avec la banque. Mais vous ne m'avez pas écouté. Vous ne m'avez pas écouté. Donc, je vais compléter, en tout cas. Peut-être moi-même, je n'ai pas été assez complet. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais ce supplément de valeur, pour qu'il se que les travailleurs produisent des tables, des micros, des ordinateurs, de l'eau, etc., les capitalistes n'en ont rien à cirer. Ils n'en ont rien à cirer. Ce qui leur intéresse, c'est de voir leur argent grossir. Et donc, pour transformer ce supplément de valeur potentielle créé par le travail, il faut qu'il y ait la monnaie en face correspondante. Voilà, c'est ça la règle du petit mystère. Et j'ajoute, et c'est ça qui peut faire discussion, j'ajoute que si une économie veut croître, mais non pas de manière productiviste, mais parce qu'il faut remplacer les systèmes de transport individuels par les systèmes de transport collectif, qu'il faut remplacer les systèmes énergétiques fossiles par des systèmes énergétiques renouvelables, etc., etc., il va falloir une somme d'investissement très très importante pendant de nombreuses années peut-être. S'il faut refaire toute l'isolation thermique des bâtiments et logements, ça va prendre des décennies. Et donc des masses d'investissements nouveaux, très très important, et personnellement, mais vous pourrez après le discuter, je pense que pendant un certain temps au moins, il faudra de nouveau anticiper cette production d'avenir totalement différente de la production productive. Si demain on veut transformer le système de production agricole, industrielle, polluant, etc., à base de produits phytosanitaires en agriculture biologique, ça va nécessiter là aussi une transformation du modèle productif, donc des investissements. Si on fait pareil dans le système industriel, idem. Donc là aussi, nécessité d'investissements nouveaux. Pourquoi nouveaux? Parce qu'il y a aussi une discussion, il faut savoir, mais il n'y a qu'à réaiguiller les investissements actuels. Certes, on peut réaiguiller, mais imaginons, on décide vraiment de mettre fin au nucléaire. Mais ça va prendre 20 ans, 25 ans, 30 ans. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des investissements pour produire de nouvelles centrales, il va y avoir des investissements pour les démolir et retraiter les déchets dont on ne sait pas quoi faire. Donc vous voyez, même dans une phase de transition qui respecterait les critères écologiques dont vous semblez être partisane, et je suis d'accord en plus avec vous, donc il n'y a pas de souci là-dessus, même dans ce cas de figure-là, il faut maîtriser la possibilité de créer de la monnaie à des fins socialement, écologiquement soutenables, etc. Et donc, la discussion ensuite porte, pardon de me répéter, porte sur les finalités, bien sûr, de ce crédit nouveau qui vient anticiper l'avenir. Et donc, c'est ça qui... Quelquefois, je le dis comme ça, le coup de force de l'idéologie dominante a été à la faveur, si je peux dire, de la crise de 2007-2008, pour laisser se répandre dans la société l'idée que le crédit, c'était en soi une mauvaise chose.
y a une diabolisation du crédit. Et si vous avez un peu suivi ce qui a tourné en boucle sur Internet, dans les réseaux sociaux de diverses sortes, dans les mois et années qui ont suivi la crise 2007-2008, il y avait une diabolisation des banques. Ça, c'était justifié pour tout ce qu'on a dit, pour les raisons que l'on a dites. Mais aussi, il y avait une diabolisation du principe même du crédit. Or, le crédit anticipe l'avenir. Bon, voilà. Alors, vous pouvez le prendre comme un choix normatif. Je pense que derrière l'aspect normatif qu'il comporte, il y a aussi un aspect positif, c'est-à-dire permettant de comprendre ce qui se passe. On pourrait dire la même chose de l'impôt. D'ailleurs, on a diabolisé l'impôt aussi. Alors, excellent complément. C'est qu'effectivement, cette anticipation de l'avenir, elle vaut pour l'économie marchande privée, mais elle vaut a fortiori aussi pour l'économie non marchande. Si je veux anticiper qu'il faut plus d'éducation, plus de santé publique dans les hôpitaux publics, eh bien, il faut aussi que la capacité à injecter un nouvel investissement qui serait là, non pas privé, mais public, puisse être maîtrisée. Et en plus, ça tombe assez bien parce que je mouline depuis des années et des années l'idée que dans la sphère non marchande, il y a du véritable travail productif qui est effectué, contrairement à ce que raconte la doxa libérale et une certaine vision du marxisme traditionnel. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. En résumé, c'est une règle logique qui peut se passer de jugement normatif en première approximation, en premier temps de réflexion. C'est une règle logique. Il ne peut y avoir d'anticipation de la production future et qui sera évaluée monétairement. Hein, bien sûr, parce c'est peut-être ça qu'il aurait fallu dire d'emblée, c'est que nous sommes partout dans le monde aujourd'hui dans des économies monétaires. Et dans les économies monétaires, ça c'est l'apport de Keynes de l'avoir bien martelé dans les années 30, dans les économies monétaires, eh bien il faut une anticipation monétaire justement de la production qui résultera des choix collectifs ou privés qui sont effectués en termes d'investissement. Mais bien sûr, mais bien entendu. Mais vous avez compris que nous sommes d'accord. Voilà, ça va. Oui, le problème, c'est l'usage, c'est d'avoir un contrôle sur l'usage qui est fait de cette création monétaire. Et donc, quand on perd de confiance dans les banques pour le faire, donc tout ce mouvement pour la monnaie souveraine, pour le 100% réserve, ça s'appelait comme ça, c'est-à-dire que toute l'émission de nouveaux crédits soit décidée centralement par une autorité monétaire, alors on envisageait évidemment, à la limite, une assemblée citoyenne qui détermine, qui planifie l'usage des différentes et la quantité de crédit nécessaire pour la période à venir, etc. Bon, moi, j'ai pas trop confiance non plus en un truc trop centralisé, ni un truc... bon, il faut trouver... Moi, la solution est dans la pluralité des formes. C'est-à-dire que... On va pas refaire le Gosplan. Oui, bien sûr. Et donc, il faut à la fois donner des espaces de liberté aux banques, parce que c'est vrai qu'elles, pour prendre des risques, hein, dans des secteurs très limités, on peut dire ça, et pour d'autres secteurs de l'économie, qu'il y ait quelque chose qui soit complètement sous contrôle du collectif, etc., qui assure la subsistance et même un certain niveau de vie, mais qu'on laisse aussi la possibilité pour des entrepreneurs aventureux de développer, etc., même s'il faut contrôler aussi ce qui se passe démocratiquement. Alors, pour vous dites l'argent, on peut se passer d'argent. Ben, j'espère que non. Justement, l'erreur de monnaie, disons, hein, pas d'argent. Parce que argent, c'est connoté monnaie capitaliste, hein, depuis Marx, le capital argent, etc. Et la monnaie, c'est justement... On a parlé, c'est lié à la comptabilité des choses. Donc, au fur et à mesure qu'on veut développer des approches rationnelles du calcul dans une société complexe et où il y a beaucoup de population, on est bien obligé de mettre en œuvre des modalités de calcul pour réduire l'incertitude de ce qu'on va faire. Hein. Donc, et là, on a besoin cet enjeu de la comptabilité, d'ailleurs, il revient sur l'histoire de la croissance ou la décroissance. D'abord, il y a tout un débat sur les indicateurs de croissance qui est très intéressant, parce que si on commence à comptabiliser dans les bilans des entreprises toutes les utilités négatives, hein,
externe négative, on verrait que là, on est peut-être en décroissance complète. Hein. Enfin, je veux dire, donc là, il faut réfléchir sur la décroissance. Moi, je ne comprends pas le débat croissance-décroissance sans qu'on le mette en rapport avec comment on a mesuré la croissance jusqu'à maintenant. On n'a peut-être pas en croissance. Hein. En fait, il y a eu des indicateurs alternatifs qui montraient qu'on n'avait pas du tout cru. Hein. Ce qui avait cru, c'est la valeur des actifs financiers, alors que les fondamentaux des actifs financiers, eux, ils étaient plutôt stables et ils avaient baissé. Donc, vous voyez, c'est très relatif. Donc, le corps social a besoin d'appréhender ça. Alors, l'idée de lien social aussi, mais ça, c'est... La monnaie, c'est donc ambivalent. Ça peut être c'est nécessaire, ça peut être le paradis, ça peut être l'enfer. Mais la dette, c'est pareil. La dette. Alors là, on vit aussi sur l'idée que la dette, c'est forcément mauvais. Hein. Mais la dette, c'est quoi? C'est un lien. C'est un lien social. Et il y a des dettes qui sont des dettes positives. Si vous pensez qu'il y a besoin d'un État pour protéger la population ou un système de cotisation sociale, un système de sécurité sociale, eh bien, quand vous appartenez à un groupe et à un collectif, vous êtes obligé, vous vous sentez obligé, vous êtes en dette vis-à-vis du collectif, et vous devez une cotisation sociale pour alimenter, faire vivre le collectif. Et donc là, on a une dette entre l'individu et le tout social. Et donc la société, en fait, on dit système de droits et d'obligations réciproques entre individus ou entre individus, groupes, enfin différents types de groupes. Ça, si on le prend monétisé, ça donne des dettes et des créances. On est mutuellement débiteurs et créanciers. Nous, on est débiteurs dans un domaine et on est créanciers dans d'autres. Et ce qu'il faut surtout faire attention de bien distinguer, c'est ce qu'on appelle les dettes dont on ne peut pas se libérer dans une société parce que c'est des dettes vis-à-vis du groupe social, de la société qu'on a, avec évidemment en contrepartie, la créance, c'est que la société nous doit la protection. Hein, nous doit la protection. Et ces dettes-là, il faut les conserver. Parce que si on ne veut, on peut s'en débarrasser en allant dans un pays voisin ou allant sur une île déserte tout seul. Mais si on veut que la société dans laquelle on vit, elle continue de vivre, eh bien, on a ce devoir de payer un impôt ou de payer des cotisations sociales au groupe, même quand c'est une association. Si on veut être membre de l'association, on paye une cotise, et puis après, on s'en sort si on veut. Bon, pour l'État, c'est un peu plus compliqué, hein, surtout si c'est un État totalitaire, etc. Mais c'est fondamental. Alors là, il faut être très critique vis-à-vis des visions à la Grébert de la dette, où la dette, c'est forcément une dette horizontale, contractuelle, contractée entre des individus. Hein, et là, c'est clair, mais ces dettes contractuelles, c'est les dettes commerciales ou le salariat, évidemment, celles-là, elles peuvent devenir oppressives. Elles peuvent devenir oppressives parce qu'on ne peut pas sortir. Et c'est ce qui se noue avec la financiarisation du système bancaire. C'est qu'en fait, vous êtes obligé d'avoir un compte bancaire. Ça veut dire que vous n'avez plus accès directement à la monnaie. La monnaie banque centrale, la monnaie du tout social. Hein. Et si vous ne pouvez plus revenir dans la monnaie du tout social, ben vous êtes enfermé dans le système bancaire, c'est-à-dire que vous passez d'une domination par une banque à l'autre. Et c'est le système bancaire qui est devenu, en fait, le pouvoir souverain dans la société. Vous ne pouvez plus vous libérer de votre dette ou de vos créances à l'égard des banques, sauf à passer à une autre banque, mais vous êtes toujours dans la même logique bancaire. Et c'est ça la logique profonde de la financiarisation. Hein. C'est qu'il n'y ait plus que ça, et que la banque et que les marchés financiers soient souverains dans la société, qu'il n'y ait plus de politique. C'est le projet utopique du capitalisme financier radical, la fraction la plus radicale. Et donc c'est ça, mais qu'il y ait des dettes dont on ne peut pas se libérer, ça pose le problème de la légitimité de ces dettes. Et les gilets jaunes sont là. Ils disent, on paye l'impôt, mais on n'a pas le retour. Le problème de la légitimité de l'État, c'est ça aussi. La légitimité de la fiscalité. On paye un impôt, on paye des cotisations sociales, si on sait qu'elles vont être bien utilisées, si elles correspondent à des choix, etc. Et si on n'a pas été manipulé, et si ce n'est pas un pouvoir illégitime qui utilise cet impôt, etc. Voilà, donc dette, moi je ferai dette sociale,
Bon, voilà, nous en France, on a eu les solidaristes, les durkheimiens, etc. La sociologie qui est née de ça, sur le concept de dette sociale. La société est endettée vis-à-vis des citoyens, mais les citoyens, corrélativement, ont un devoir vis-à-vis de cette société, c'est d'assurer sa reproduction en transférant une partie de leur pouvoir d'achat ou de leur richesse au tout social. Voilà. Une question par ici? Oui. Oui, bonsoir. Ne pensez-vous pas qu'en définitive, il s'agit plus d'un problème d'homme que de monnaie? D'homme? D'être humain. L'être humain, il est aussi comme la monnaie et la dette, il y a le pour et le contre. Il est très ambivalent, lui aussi. On ne peut pas raisonner, il y a l'entraide et puis il y a la compétition. Mais il n'y a jamais que de la compétition. Alors évidemment, les sociétés, sous l'emprise du discours économique, on va privilégier uniquement l'homme qui recherche son intérêt égoïste, individuel, et à maximiser son gain, son utilité et son gain monétaire. Mais il n'y a pas que ça dans l'homme de tous les jours. On est là, on ne cherche pas notre utilité maximale. Donc il y a un autre côté qui est naturel. D'ailleurs, quand dans la notion d'entraide, il y a eu un bouquin qui a été fait par Pablo Servigne qui remontre bien ça. C'est qu'on a les deux aspects. Et la fraternité dont il y avait quelque chose sur la fraternité. Mais justement, l'économie fraternelle, c'est ça. C'est dire qu'en fait, on voit bien, ils s'entraident. Hein, il s'agit d'affecter de l'argent d'épargnants, etc. Mais en même temps, on voit bien l'entraide qui se joue, comment ils s'accompagnent les uns les autres, ils pèsent le pour et le contre, etc. Il y a une réciprocité mutuelle. Hein. Je crois qu'il faut comprendre que tout cela relève de la construction sociale. Tout ça, ce sont des constructions sociales. Et il n'y a pas de naturalisme, de fatalisme à rechercher derrière ça. Donc peut-être que dans votre question, est-ce que ça ne vient pas de l'homme plutôt? Il y a peut-être de manière sous-jacente cette idée qu'il y aurait une sorte de fatalité. Bon, c'est vraiment l'être humain, il est à mettre à la poubelle, il ne peut rien faire de bien. Non, toutes ces organisations que nous décrivons là avec vous, en discutant, sont des constructions sociales. Donc, ce qui veut dire qu'elles n'ont ni une caractéristique universelle, ni une caractéristique éternelle, intemporelle. Donc, il faut toujours rapporter ces constructions aux évolutions historiques, aux évolutions de la société, et qui sont elles-mêmes liées à l'évolution des rapports sociaux, à l'évolution des rapports de force dans la société, qui font que telle construction sociale va plutôt être privilégiée par rapport à une autre, et telle construction sociale qui sanctionnera l'état de rapport de force au moment où se construit, se met en place. Bon, voilà. Sinon, si on accepte une réponse unilatérale à votre question, oui, vraiment, c'est l'être humain qui est en cause. Bon, et à ce moment-là, quelle marge de manœuvre on a pour agir si c'est l'être humain de tout temps jamais qui se comporte comme un sagouin, qu'est-ce qui nous reste comme levier pour agir? Bon, je pense que si on conserve l'idée que l'histoire n'est jamais figée, l'histoire continue. Alors, avec des reculs, des avancées, ça, c'est une autre question, bien sûr, et vous auriez raison de l'objecter. Mais ça veut dire que dès l'instant où on pense que les sociétés se construisent, se reproduisent et se transforment, à ce moment-là, je ne sais pas si c'est le moment de conclure, mais à ce moment-là, on peut garder une touche d'espoir. Oui, absolument, mais aux États-Unis, quand vous pensez à la crise des subprimes, oui, ça aurait pu très bien être évité par un comportement différent. Ah oui, mais il y a peut-être un autre danger. Alors, à situer la chose comme vous faites, mais on discute, je ne juge pas votre opinion. Mais le danger serait, à mon avis, de croire que, il y a des loups dans la bergerie, il faut sortir les loups de la bergerie. Il y a des malfrats qui ont sévi. Bon, il y a des malfrats dans la finance, ça c'est évident. Mais je pense que ce que nous essayons de dire, c'est que derrière ces aspects frauduleux, on va le dire comme ça, il y a une logique du système qui pousse justement à aller toujours dans ce sens. Pourquoi? Alors la question avait été posée avant vous. Pourquoi donc ça s'est déclenché, cette fameuse crise des subprimes? C'est qu'il y a donc eu
Bon, ça nécessite peut-être une petite parenthèse supplémentaire. Bon, pour le dire très vite et en schématisant, bien sûr, hein, il faudrait affiner ce que je vais vous dire. La répartition de la richesse produite dans cette époque qu'on appelle néolibérale s'est faite plutôt pour aller vers la rémunération des actionnaires plutôt que vers la rémunération salariale. Mais ça ne peut pas durer éternellement quand les salaires sont au final toujours la source de la majeure partie de la demande qui s'adresse aux entreprises. Et donc le système productif ne peut pas éternellement fonder sa croissance, donc son accumulation, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, sur le fait que les salaires sont laminés relativement à la production, que l'emploi se dégrade, etc., etc. Et que deviennent les marchandises fabriquées? Il n'y a pas un seul secteur industriel dans le monde aujourd'hui qui ne soit pas en surproduction ou en surcapacité de production. Vous prenez l'automobile, prenez la cimenterie, prenez la chimie, prenez les pharmacies, tous les secteurs sont soit en surproduction radicale, soit en surcapacité de production. Donc, ça ne peut pas fonctionner éternellement. Alors, bien sûr, il y a cette fuite en avant financière qui permet de pallier cette histoire-là. Et donc, ça a été la croissance du pouvoir d'achat aux États-Unis est venue plus par l'octroi facile de crédit que par les salaires, mais ça ne peut pas durer éternellement. Et donc, il y avait un risque d'insolvabilité sur les prêts qui étaient accordés aux classes pauvres ou moyennes ou modestes en tout cas. Et donc, pour limiter les risques, il y a eu la technique de la titrisation qui a été utilisée à fond par toutes les institutions bancaires. Qu'est-ce que c'est que la titrisation? Pour le dire vite, c'est vous mélangez des titres risqués à des titres moins risqués, vous faites une jolie salade, vous mettez tout ça en circulation sur les marchés en espérant que les titres risqués seraient compensés par les titres moins risqués et les titres sûrs. Bon, voilà. Et donc, ça a marché un temps, et puis, comme les cours de l'immobilier ne pouvaient pas monter jusqu'au ciel et ne pouvaient pas monter éternellement, le jour où les cours de l'immobilier se sont renversés, eh bien, tout cet échafaudage financier fondé sur la titrisation, c'est-à-dire le mélange de portefeuilles contenant des titres peu sûrs et puis des titres sûrs ou moins sûrs, ou un peu plus sûrs, tout ça s'est effondré, et donc, par un effet de domino, là, les banques sont progressivement entrées dans un stade critique, et qui s'est répandu à travers le monde entier, puisque les capitaux sont interconnectés à l'échelle mondiale maintenant, et de manière extrêmement forte. Et donc, les pays qui ont été les plus touchés sont ceux qui avaient justement développé ce système de crédit facile. Et pourquoi? Alors, donc, et vous rappelez la chronologie, donc États-Unis 2007-2008, et puis progressivement le reste du monde, et la crise atteint l'Europe dans début des années 2010. Pourquoi la Grèce? Et pourquoi en Europe? Mais parce que l'Europe, depuis justement la création de l'euro, de la zone euro et fondée sur les traités que vous connaissez, c'est peut-être la seule zone au monde qui dépend entièrement des marchés financiers. C'est ça la différence entre la zone euro et puis les États-Unis, qui sont embringués bien sûr dans la financiarisation. Mais l'Europe est véritablement la zone du monde qui est la plus dépendante des marchés financiers. Et donc les détenteurs de capitaux, quand la crise a éclaté aux États-Unis, où se sont-ils rués? Vers cette zone euro, dans laquelle les maillons les plus faibles ont été les premières cibles. Alors ça a été Portugal, Espagne, Irlande, Grèce. Et la Grèce a été le laboratoire de la mise au pas d'une expérience alternative. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, je suis bien là. D'où c'est qu'on était parti. La titrisation. Bon, la titrisation. Et oui, alors ça y est, j'ai retrouvé votre question. Est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter cela? Bien sûr. Mais c'est la logique même de système qu'a décrit Bruno il y a un instant, d'un processus de financiarisation qui a conduit à cela. Indépendamment de la présence de malfrats qui s'en mettaient sans doute plein les poches au passage, ça, bien sûr.
bien sûr. Mais je crois qu'il vaut mieux mettre l'accent, pour comprendre les choses, mettre l'accent sur la logique même du système, plus que sur le caractère pernicieux de certains individus, méchants par nature. Si j'ai bien compris votre raisonnement, la base de tout, c'est bien la surproduction. Et ensuite, la création qui va... La création monétaire, quoi, qui va de pair. Je ne vois pas qui c'est qui parle. Ah, pardon. C'est moi. J'étais en train de chercher qui c'est qui parle. Au départ de tout, il y a une surproduction, vous avez dit, en fait. Et deuxième question, pourquoi ça risque de recommencer, paraît-il, d'ici fin 2019 ? Mais parce que la politique d'assouplissement quantitatif qu'a décrit Bruno il y a un instant, cette politique d'assouplissement quantitatif qui consiste à injecter de très grandes liquidités monétaires pour refinancer les banques ordinaires, a entraîné... et accompagné, pardon, j'ai oublié ce point, accompagné de la baisse des taux d'intérêt pratiqués par les banques centrales jusqu'à zéro, le taux directeur, ce qu'on appelle le taux directeur de la Banque centrale européenne, c'est zéro, 0%, zéro, voire négatif. Bon. Donc, et il y a une règle financière toujours vérifiée, c'est que les taux d'intérêt et les cours des obligations, sur lesquels porte l'intérêt justement, évoluent toujours en sens inverse. Donc on a une bulle sur divers secteurs, alors immobilière ou sur certaines matières premières ou sur... Bon, bref, il y a des bulles. Et le risque, c'est que les bulles, ne pouvant monter éternellement, un jour ou l'autre, claquent. Et donc, la difficulté aujourd'hui à laquelle se heurtent les banques centrales, c'est est-ce qu'on revient un peu en arrière, c'est-à-dire qu'on ralentit notre assouplissement quantitatif, c'est-à-dire qu'au lieu d'injecter... Vous savez que la Banque centrale européenne a injecté pendant 2 ans et demi, pendant un temps, 60 milliards d'euros chaque mois, puis 80, puis maintenant elle est revenue à beaucoup moins, et en décembre 2018, elle a annoncé qu'elle allait arrêter. Mais elle allait arrêter tout en annonçant qu'elle allait mettre en place ce qu'on appelle un programme de refinancement à long terme. Vous trouverez le sigle anglais TLTRO, bon, peu importe, refinancement à long terme, et de centaines de milliards. Donc d'un côté, effectivement, elle comprend qu'elle ne peut pas éternellement injecter des sous, pour le dire familièrement, qui ne servent à rien, sinon à nourrir éventuellement des bulles financières, et en même temps, si elle remonte les taux d'intérêt trop précipitamment, eh bien, elle risque d'accroître la récession qui menace, ou qui est presque là, en tout cas, bon, des taux de croissance de 1%, c'est pas à la hauteur de ce qu'ils espèrent, en tout cas. Oui, sur la surproduction, c'est un processus plutôt de suraccumulation. Alors, il y a surproduction de titres financiers qui sont des produits financiers, ça c'est clair. La sphère financière est devenue un secteur productif dans l'imaginaire capitaliste actuel. On fabrique des produits financiers qui se vendent, etc. Et qui sont internalisés au système productif, en fait. Mais c'est plutôt que rien n'a été changé quant à l'état du monde. On est dans un système de néo-mercantilisme. Il faut aller faire son marché chez le voisin et on réduit ses coûts à l'intérieur. Donc on réduit la fiscalité, on réduit les salaires pour pouvoir être compétitif vis-à-vis de l'extérieur. Comme tout le monde... Quand il n'y a que quelques pays qui font ça, les premiers, ça marche, parce que les autres, il y a encore de la demande à l'extérieur. Mais quand tout le monde fait pareil, la demande mondiale, ça casse sa gueule. Et là, vous êtes en état de surproduction. Et c'est ça. Et au bout d'un certain temps, c'est tout à fait nécessaire que ça se passe. Et en plus, alors ça, c'est l'aspect productif. Avec l'aspect qu'a déjà abordé Jean-Marie, c'est quand vous baissez les salaires, alors il y avait la financiarisation des ménages, ce qu'on peut appeler, l'idée de développer le crédit aux ménages. Pas seulement le crédit logement, on l'a vu, subprime, mais aussi le crédit à la consommation, parce que les gens n'ont plus assez. Mais si on veut maintenir le même niveau de consommation, eh bien on a distribué les cartes de crédit, etc. Donc on parle même d'exploitation par la finance, parce qu'on reprend une grosse partie du salaire sous forme d'intérêt sur les crédits. Mais quand le niveau de salaire continue à baisser, eh bien, il ne peut plus payer la dette. Il n'y a même plus la subsistance. Et là, vous avez faillite. Bon, les subprimes, c'est le même genre de truc. Hein. Et alors après,
pourquoi ça a pris une telle dimension? C'est parce que ça a été dissimulé par le système financier qui a fait la titrisation, les produits dérivés à la puissance n. C'est-à-dire qu'il a recréé des nouveaux titres dans lesquels il mettait toutes les dettes des pourris aux autres. Et puis il faisait des campagnes, des roadshows pour vendre ça aux fonds de pension, aux intermédiaires financiers qui gèrent les fonds pour les retraites, qui sont des revenus pour des catégories inactives. Et voilà, et au bout d'un certain temps, la dynamique était la création d'une inflation des actifs. Alors ça, c'est un autre facteur absolument central, c'est que il y a une politique monétaire quand même qui est faite par les banques centrales, etc., pour revenir aux banques centrales. Cette politique monétaire, elle a pour but de de contrôler le niveau d'inflation dans chaque pays, d'accord? En jouant sur le taux d'intérêt. C'est ça la nouveauté, parce qu'on a trouvé une corrélation entre les taux d'intérêt et le taux d'inflation, etc. Mais dans l'indicateur d'inflation, c'est uniquement les prix des biens de consommation, alors qu'on sait très bien que le prix des actifs financiers, qui lui est en hyperinflation, mais c'est de la richesse. On considère que c'est de la richesse. Donc on ne va pas le contrôler, que la richesse augmente. Alors que normalement, plein d'économistes savent très bien qu'il faudrait mettre le prix des actifs dans l'indice de prix qui sert à mener la politique monétaire. Parce qu'on sait très bien qu'une grande partie de la monnaie de crédit, elle va alimenter l'inflation des titres et ne va pas vers la consommation. Et toute la politique de quantitative easing, tout ça, c'est ça le problème. Pourquoi il y a des taux d'intérêt négatifs? Parce qu'on ne veut pas que les banques, on veut désinciter les banques à mettre en réserve tout le fric que leur ont versé les banques centrales. C'est le meilleur paradoxe. Alors vous voyez gonfler le cash, vous voyez gonfler les dépôts des ménages, mais les gens ne consomment pas. Les gens n'investissent pas. Et donc, il n'y a pas de relance. Alors maintenant, on est presque... on est dans ce qu'on appelle la trappe à liquidité. C'est-à-dire que vous avez beau injecter de la liquidité, il n'y a aucun effet sur la production. Voilà. Alors, les modèles alternatifs, il faut tout reprendre à zéro. C'est une autre... Non, ce n'est pas apocalyptique. C'est pas apocalyptique. L'apocalypse, c'est... Oui. Cette leçon que vous nous donnez là aujourd'hui d'économie, elle est impressionnante. Moi, ça me fait... Et il y a des choses que... On a dit il y a quelque temps, on avait parlé de réenchanter l'argent. Oui, réenchanter. Qu'est-ce que ça voulait dire? Quel est le modèle économique, l'alternatif à ce que vous présentez là? Ce qu'on a vu tout à l'heure dans le film, c'est bien gentil, c'est mignon la nef, mais ça n'avait pas le poids. Où est-ce qu'on est là? Et alors, est-ce qu'évoquait monsieur tout à l'heure, et ça je pense à Gaël Giraud, etc., et ceux qui disent, on va vers une nouvelle catastrophe économique. Qu'est-ce qu'il en est de tout ça? On vit très bien avec les catastrophes économiques. On en connaît toutes. Oui, ça rejoint ce que demande monsieur. J'ai entendu Christine Lagarde, là, hier, sur RTL, dire qu'on arrivait, enfin c'est le FMI quand même, si le FMI dit qu'on arrive à la fin d'un cycle néolibéral, est-ce qu'ils vont enfin réaliser qu'il faut peut-être augmenter les salaires? Ce bon vieux Ford, peut-être qu'il n'était pas si... Oui, là on peut répondre... Le problème, c'est que vu que les problèmes on peut prendre l'exemple de la crise argentine de 2001, qui était une énorme crise à l'échelle de l'Argentine, à l'échelle, crise sociale, politique, tout était par terre. Que se vayan todos, et on voulait plus de classe politique, plus rien. Et c'était évident depuis 2 ans que l'Argentine, avec sa politique, elle avait, je ne veux pas rentrer dans le détail du régime monétaire qu'il y avait, mais ça bloquait le régime. C'est un régime de currency board, comme on appelle ça. C'est-à-dire que la valeur de la monnaie nationale était fixée au dollar de façon rigide à 1 pour 1. Et ce qui nécessitait que pour qu'il y ait de la monnaie qui rentre dans le pays, il fallait qu'il y ait plus de capitaux qui rentrent dans le pays, à travers des exportations notamment, que des importations. À partir de 96-97, la balance extérieure de l'Argentine était négative, donc les dollars partaient, donc la masse monétaire nationale se réduisait.
Donc, déflation pendant 4 ans, etc. Avec creusement des inégalités, quasiment 60% de la population sous le seuil de pauvreté, etc. Donc, toutes les classes moyennes, le bas des classes moyennes, il y en avait, et puis des très riches, et puis 60% en dessous du seuil de pauvreté. Et chômage, enfin tout. Mais il y avait un gouvernement qui a été élu pour sortir du currency board. Et bien, arrivé au gouvernement, il n'est pas sorti. Et il a fallu que la rue, qu'il y ait une crise sociale et que le président s'en aille par hélicoptère, etc. Et que là, on a reconstruit le pays immédiatement, c'est très rapide. Ça avait réduit la dette, on a fait une dévaluation du peso, on a refait une nouvelle monnaie, on a réinjecté du pouvoir d'achat, etc., etc. Mais donc, le problème est, est-ce que les dirigeants sont assez sages pour éviter qu'on en arrive nécessairement à faire péter une crise qui, cette fois, ne sera plus possible de l'atténuer, parce qu'avec les dettes des États, maintenant, le niveau de dette des ménages, de dette des États et de dette des entreprises n'a jamais été aussi élevé. Hein. Et donc, est-ce qu'on peut faire ça à froid, c'est-à-dire socialisation des banques, régulation très stricte des banques, que l'Europe se ferme, contrôle les capitaux à l'extérieur de l'Europe, etc. Donc, c'est très facile de savoir ce qu'il faut faire, hein, sur le papier. Hein, on sait très bien, on a beaucoup d'idées pour savoir ce qu'il faut faire. Seulement, comment ces idées peuvent monter au niveau du politique, et même avec les enjeux des régimes électoraux par représentation de classes politiques professionnelles qui pensent à leur réélection, qui ont des horizons court-termistes comme les marchés de capitaux, avec le court-termisme, ça, ils se fichent de la catastrophe du moment qu'ils ont préparé le magot pour aller... oui, mais on en est là. Hein, on se demande, sinon, il y a plein d'expériences de réenchantement de l'argent, les monnaies locales, la nef, c'est quand même assez chouette, hein, réinstaurer des relations de confiance. Il y a des tas d'expériences, vous allez voir le film demain, vous voyez, il y a plein d'innovations au niveau local et dans le monde entier, et même des choses qui ont un certain poids. Hein. Il y a plein de choses, mais seulement, pour que ça fasse mayonnaise, c'est pas évident. Mais seulement, on est déjà en train d'expérimenter les solutions futures. Hein. Et une catastrophe, c'est pas un effondrement total du système. Ah bon. Le problème que je vois le plus catastrophique, c'est les montées des risques au niveau géopolitique entre les pays qui se referment sur eux-mêmes et qui montent les risques militaires, etc. Hein, c'est plutôt ça. La catastrophe économique, ça dure 6 mois. Ah bon, et on a des modalités pour pouvoir s'en sortir. Mais... Rassure-toi, Robert, ça va s'arranger avec les prochaines rencontres les jours suivants, c'est bon. Bien, plus d'autres questions ? Eh bien, merci beaucoup à nos invités qui nous ont offert un débat très roboratif. Merci à vous. Merci.